Bonjour à toutes et à tous, ici Claude de chez Viaduc. Alors, donc on est là ce matin avec Romuald Gauvin de chez Aizan et Richard Léria de chez Viaduc pour Bonjour. parler du bureau réinventé. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je vais laisser tous nos participants entre tes mains, Richard. Je te laisse dérouler la presse. Et puis, j'imagine qu'avec Romuald, vous allez vous présenter et nous dérouler le contenu. Merci à tous. Donc, à nous une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à voter sur le sondage. Peut-être, Romuald, si tu veux commencer à présenter Aizan et toi-même. Écoutez, Aizan, c'est une société que j'ai créée il y a 11 ans, qui est spécialisée dans tout ce qui est transformation digitale et digitalisation des processus. Et depuis 6 ans, on s'intéresse à tout ce qui est flex office et accueil des visiteurs. Et ce qu'on va vous présenter ce matin, c'est le fruit d'en particulier des évolutions qu'on a vécues cette année qui a été riche dans le domaine. Et pour ma part, donc Richard Léria, je représente la société Viaduc, qui est une société spécialisée en conduite du changement. On intervient dans différents domaines de transformation, quels qu'ils soient, pour accompagner ces projets de transformation, apporter une expertise thématique lorsqu'il y a lieu et surtout gérer tout le volet communication, formation et assistance utilisateur avec la particularité de disposer en propre d'un studio digital qui nous permet de digitaliser et documenter l'ensemble des thématiques que l'on adresse avec les technologies les plus avancées. On a prévu de démarrer cet échange avec un état des lieux par rapport à ce qu'on a pu observer ces derniers mois et de manière plus globale en tendance de fond, notamment le fait, et c'est ce qui ressort aujourd'hui sur cette notion de bureau réinventé, le fait que des événements structurants comme l'arrivée de nouvelles générations, la mise en place de nouveaux dispositifs de travail depuis déjà plusieurs années avec les bureaux partagés qui sont une tendance forte que l'on observe, et puis plus récemment la crise sanitaire qui a encourager un recours assez systématique au télétravail. Eh bien, tout ça fait en sorte que le bureau d'entreprise prend aujourd'hui une nouvelle orientation. Et donc, il y a différents titres, que ce soit des études, des acteurs très documentés comme le World Economic Forum ou des gens de la presse comme Forbes ou l'Usine Nouvelle, qui font état de différentes évolutions. Et quelque part, les conclusions qui se dessinent, c'est que le bureau ne va non pas disparaître, mais plutôt modifier sa présence, son rôle au sein des organisations et auprès des collaborateurs. Alors, ça a été un point qui a été confirmé par une étude menée par l'entité Bureau Partagé qui, à la fin du premier confinement, avait interrogé un peu plus de 200 personnes pour partie chefs d'entreprise, salariés indépendants, et qui tous avaient témoigné durant cette période particulière d'une mise en place soit du télétravail, soit d'une intervention mixte entre travail et bureau. Et tous, dans tous les cas, avaient perçu la nécessité de réorganiser cette relation au lieu de travail, avec, à l'issue de ce confinement, la conviction qu'il y aurait nécessité d'adapter les bureaux, de par cette persistance de la crise sanitaire et peut-être d'autres à venir. Maintenant, on s'y prépare. La notion d'économie qui n'est pas neutre, puisqu'on a aussi mesuré le poids des bureaux lorsque l'activité baissait. Et puis, la notion de besoin de flexibilité qui était également confirmée, avec face à tout ça, la montée en puissance très nette du télétravail. Et donc, on voit bien que désormais, il est nécessaire à la fois de réorganiser ces équilibres et surtout de redonner du sens à ce passage dans les bureaux qui doit désormais apporter une question, répondre à des questions précises et pas simplement être une habitude qui s'installe. En réalité, on a fait émerger plusieurs attentes que l'on a distinguées auprès des collaborateurs, des managers, des responsables ou même des entreprises au sens large. En fait, les collaborateurs, face à cette évolution, se posent la question de pourquoi venir au bureau, est-ce qu'ils vont y faire de plus que chez eux. Donc, c'est plutôt un domaine d'interrogation puisqu'ils se sont habitués à certaines pratiques, même s'ils ont pu voir aussi l'importance de se retrouver. Les managers, eux, qui se sont confrontés à une difficulté d'animation des équipes et de synchronisation des gens, puisque à distance, les choses sont plus compliquées, l'échange est moins fluide et la capacité à suivre l'activité est rendue beaucoup plus difficile. Et puis les entreprises qui, elles, se sont confrontées à de nouveaux enjeux, comme les notions de sécurité. Lorsque je fais venir les gens sur site, je dois désormais m'assurer, c'était le cas, mais de manière encore plus forte, de préserver leur santé. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'il y avait des dispositifs, par exemple, qui avaient été mis en place pour garantir la distanciation. Et puis, de manière plus large, l'appel à tout ce qui est enjeux sociétaux, tout ce qui a trait au RSE.
Et en fait, par rapport à ça, ça a fait émerger toute une série d'enjeux. Donc, il y a le premier qui est celui du sens, qui fait écho notamment à l'attente des collaborateurs, où désormais, lorsqu'on viendra au bureau, on va plutôt chercher des interactions que l'on ne peut pas faire à distance, comme par exemple des ateliers de créativité, où on voit bien que quand on est dans une même salle, ça n'a pas le même impact qu'à distance, même si on peut se prêter au jeu. Tout ce qui a trait à un mode projet, à de l'ingénierie, où il y a de la proximité qui fluidifie le travail, et bien là, le bureau prend son sens. De la même manière, on a pu mesurer durant cette période le poids de la culture d'entreprise et l'importance de sa présence au bureau pour apporter cette identité et cette notion de groupe. De la même manière, on a vu que s'installant ces nouveaux dispositifs, il fallait trouver de nouveaux équilibres, notamment entre bureau et télétravail. C'est les deux grandes tendances qui se dégagent. On pourrait aussi parler de flex office, ou dans tous les cas de locaux partagés avec des lieux mutualisés qui redistribuent un petit peu les modes de fonctionnement. C'est lié aussi à l'acquisition de nouveaux outils. On a vu monter en puissance les outils de travail collaboratif et de connexion à distance. Et puis peut-être aussi l'apparition de nouvelles règles, et notamment Peugeot, par exemple, on nous remontait récemment qu'ils avaient mis des règles comme l'interdiction d'utiliser un ordinateur en réunion, puisque l'on voulait tirer pleinement profit de ces périodes d'échange d'individus face à des individus et ne plus avoir un écran entre nous. Voilà. Et puis, tout ça est embarqué dans un enjeu très fort pour l'entreprise, on l'évoquait, qui est d'aménager des espaces de travail. Typiquement, voilà, on évoquait les 4 mètres carrés, les parois vitrées entre certains bureaux pour pouvoir préserver la sécurité des gens. Tout ce qui a trait au risque, aux qualités de vie au travail et à la maîtrise des risques psychosociaux, puisqu'on a vu que la distanciation et l'isolement pouvaient aussi avoir un impact très fort sur certains collaborateurs. Et de manière plus large, on a vu aussi l'impact que pouvaient avoir ces mesures sur un environnement plus large, sociétal, environnemental. Et on a vu par exemple la mairie de Paris, et pas la seule d'ailleurs, qui a plébiscité le recours aux voies vertes et un aménagement des déplacements pendant ces périodes particulières. Et ça, c'est des tendances de fond qui risquent de s'inscrire le green de manière durable et qui pèse aussi dans l'équation. Alors, par rapport à ça, on a essayé de faire émerger quelques actions prioritaires que l'on jugeait bonnes à mener. La première est celle de formaliser des processus clés. Vous verrez que pour gérer ce rapport au bureau nouveau, différent, dans tous les cas rééquilibré, et ben la première chose qui nous paraît utile de faire, c'est de travailler sur une liste de processus clés sur lesquels on pourra apporter des réponses concrètes, opérationnelles, pour permettre aux gens d'être plus efficaces dans cette relation au nouvel équilibre avec les bureaux. De la même manière, on a prévu de digitaliser toute une partie des services qui, en l'occurrence, vont être support au déroulé de ces processus. Et on montrera l'importance qu'il y a également dans la conduite du changement, puisque ces mutations sont fortes, sont profondes, il ne faut pas les sous-estimer. Et comme tout changement, il faut partir de l'individu et ne pas négliger sa place pour pouvoir incarner ce changement et le réaliser. Alors, je vous propose de basculer et de laisser la parole à Romuald, basculer sur le volet outillage et processus associés à cette mutation profonde. Et donc, Romuald, je te passe la parole. Je te remercie. Écoute, sur la partie transformation, on voit que la première étape quand on fait des présentations de ce type, c'est que on n'a plus de retour du public et des gens qu'on a l'habitude d'avoir en face de nous pour réagir. Donc, on fait un peu les présentations à l'aveugle. Et il y a plein de choses, effectivement, qu'il va falloir adapter dans nos bureaux. Donc là, je vais vous faire une petite mise en situation, là, si tu veux bien avancer, Richard, au slide suivant, sur les cas d'usage qu'on a besoin de traiter. Historiquement, on a tous des collaborateurs qui se déplacent au bureau, souvent dans des open space depuis un paquet d'années, parfois avec des bureaux privatifs et puis des salles de réunion. Le sujet sur lequel on a travaillé beaucoup ces dernières années, nous, c'est l'organisation de la réservation des salles de réunion et en particulier l'accueil de visiteurs. Avec les aspects digitaux, on peut faire des choses un peu sympas en termes d'invitation, en termes d'accueil rapide, en termes de réservation de services connexes, des places de parking, des choses comme ça. On va voir ça dans quelques instants. Et l'évolution qui est très nette avec cette année, c'est que de plus en plus, on va avoir besoin de mixer des gens en présence physique et à distance. Donc les salles de réunion en particulier vont avoir besoin de gérer des aspects phygital, comme on dit maintenant, là, mixer du physique présentiel avec du distanciel, avec des gens qui vont être en travail chez eux, avec les contraintes qu'on peut avoir d'ADSL, de pas très haut débit ou de choses comme ça, donc avec des conditions qui peuvent être variables, mais également dans d'autres bureaux de même société ou des bureaux qui vont être loués pour l'occasion.
on a tout ça en tête dans la période actuelle, c'est comment on minimise, comment on gère la distanciation physique au bureau, et donc comment on accueille des personnes en fonction des capacités d'accueil de vos bureaux. Mais c'est aussi comment on minimise les déplacements des collaborateurs de manière à éviter qu'ils fassent des déplacements en transport en commun. Donc, on pourrait imaginer d'optimiser l'usage des bureaux d'une même société qui a des bureaux A, B, C dans Paris, France ou autre, de manière à ce que les gens aillent dans le bureau qui soit le plus proche de chez eux. Donc, quand on a cette situation-là, effectivement, on s'est posé la question de quels sont les process qu'il faut pouvoir organiser et manager au quotidien pour pouvoir être efficace. Donc, on a un petit temps de synchro. Richard, est-ce que tu veux bien passer au slide suivant? Merci. Donc, les 5 process qui sont à gérer sont là. Et c'est vraiment l'expérience de bosser avec une trentaine de sociétés et d'avoir déployé aujourd'hui 300-350 immeubles sur lesquels on gère tous les accès collaborateurs et visiteurs. Le premier, ça va être de préparer les lieux d'accueil. Donc, combien de personnes on peut recevoir? On imagine bien que dans la période qu'on a vécue au printemps et celle qu'on vit en ce moment, il y a beaucoup moins de monde dans les bureaux qu'à l'habitude, mais qu'à l'avenir, la gestion de ces bureaux et le nombre de personnes qu'on va accueillir va probablement évoluer avec le changement d'organisation des open space qui vont probablement se transformer dans des lieux d'échange un peu différents où on interagira, on n'aura plus forcément une place fixe. Donc, comment on se met en situation de gérer de manière souple le nombre de places disponibles et pour quels usages? Le deuxième process, c'est de gérer la disponibilité de ses collaborateurs. Donc là, on est sur des périodes un peu tendues comme on l'a été au printemps ou qu'on peut l'être en ce moment. C'est se dire, est-ce que les gens sont disponibles pour travailler au bureau, chez eux, ou alors en vacances ou en arrêt maladie? Et puis, on va voir qu'il y a des impacts sur tout ce qui est prévention des contaminations tout à l'heure. Les 2 process suivants sont liés à la gestion des déplacements physiques dans les bâtiments. Donc, comment j'organise les déplacements de mes collaborateurs au bureau, sachant que j'ai plus forcément suffisamment de place pour accueillir tout le monde, hein. C'est l'évolution, la tendance de fond du flex office qui est hyper accentuée en ce moment puisque les places sont encore plus simples, enfin, sont encore plus réduites. Ouais, je pense que c'est surtout au mois de décembre qu'on va le vivre comme on l'a vécu au mois de mai et juin dernier. L'accueil des visiteurs, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, sur l'avenir, comment ça va se passer? Comment on va pouvoir régler là aussi les capacités d'accueil en fonction des contraintes qu'on aura dans les bureaux? Voilà, dernière étape qui est sujet un peu contextuel, mais qui va probablement être un peu embêtant pendant à plusieurs occasions dans les mois à venir, c'est tout ce qui est prévention des contaminations et comment on peut mettre en place rapidement des process pour réguler les accès ou casser les chaînes de contamination. Vous savez que les entreprises, après les restaurants, sont les premiers lieux de contamination et les transports sont les premiers lieux de contamination dans les cas d'épidémie qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc on va passer ces process en revue les uns derrière les autres. Alors, comment on les a digitalisés de manière le plus simple possible. Et ben, pour la partie capacité de locaux, dans EasyOffice, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des interfaces utilisateurs qui permettent à chaque manager de bureau de pouvoir décliner au quotidien les nombres de places disponibles par rapport au nominal qu'ils ont. Donc, typiquement, sur les bureaux qu'on a ici, pour la Tour Eco, on a un nominal de 3000 places et une capacité adaptée de 1500. Voilà, tandis qu'au parking, on a 450 places et 112 places adaptées. À quoi correspondent ces places adaptées? Il y a tout simplement la réorganisation qu'on a des bureaux qui peut se faire à différentes vitesses dans les périodes où on est très fermé, mais qui peuvent correspondre aussi à des zones à des moments de travaux, de réorganisation des bureaux. Et aujourd'hui, la vie des bureaux, on sait qu'il y a des choses qui changent très régulièrement et qu'il faut qu'on puisse gérer de manière simple et dynamique pour que les collaborateurs sachent s'ils vont trouver de la place ou pas et que ça puisse bouger d'un jour à l'autre. Voilà, le deuxième process est consacré, je vous l'ai dit, à la partie disponibilité des collaborateurs. Là aussi, les choses sont très simples. Tout le monde a accès à une application web qui est disponible sur des téléphones mobiles de toutes marques et que tous OS, sur tout ce qui est ordinateur, il y a tout est absolument portable. Et ça va permettre de suivre ou de proposer aux collaborateurs de déclarer s'ils sont en télétravail ou au bureau pour des questions de coordination. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais même dans le monde d'avant, normal, comme on disait, à chaque fois que je me pointais au bureau et que j'avais besoin spontanément de quelqu'un, d'une personne ou une autre pour bosser sur un sujet,
il y a toujours une personne qui manquait dans une équipe de 4 ou 5. Voilà, il y en a toujours un qui est à distance et qui est dans une réunion sur autre chose. Là, le but du jeu de se déclarer en télétravail ou en présentiel, ça va permettre aux managers d'organiser des shifts sur leurs équipes pour avoir soit des gens qui n'ont pas la possibilité de se regrouper parce qu'ils sont critiques sur un même process et que les avoir tous les deux en zone de risque, se déplacer, ce n'est pas une bonne idée. Ou alors d'organiser au contraire le fait qu'on s'assure, les gars, que lundi, mardi, jeudi ou vendredi, tout le monde est bien au bureau parce qu'on va avoir besoin de bosser ensemble sur nos opérations quotidiennes ou d'organiser des réunions. Voilà, éventuellement la partie non-disponibilité va nous servir à déclarer un arrêt maladie. Et je ne parle pas de symptômes ou de caractéristiques médicales qui auraient des conséquences en termes de RGPD. Un collaborateur qui se déclare en arrêt maladie, c'est une information administrative et ça nous permet d'alimenter par contre une cellule de crise ou une cellule RH qui va pouvoir suivre tous les collaborateurs et se dire quels sont ceux auxquels il faut faire attention, se renseigner sur leur état de santé, et éventuellement pouvoir aller travailler sur des éventuels cas contacts. Voilà, l'étape suivante, donc une fois qu'on a géré la disponibilité des collaborateurs, on a dit que c'était le déplacement des collaborateurs et des visiteurs au bureau. On va commencer par les collaborateurs. Alors là aussi, on a fait des choses de manière simple. C'est depuis mon téléphone portable, je vais pouvoir avoir une application qui, on me dit, je planifie vos prochains déplacements qui vont être au bureau, chez un client ou ailleurs, aller chez un sous-traitant, aller dans un data center, faire une course ou une livraison, que sais-je. À quel jour je veux la faire, pour quel bâtiment de la société, dans quel bâtiment de la société je vais, et l'application va nous présenter le nombre de places disponibles pour le matin, l'après-midi ou la journée en fonction des règles de distanciation, c'est-à-dire le nombre de places ouvertes dans le bâtiment et du nombre de places qui ont déjà été consommées. En fonction des périodes, on voit qu'il y a des process d'allocation des places qui peuvent être un peu variables, où on peut se dire, pendant une étape qui correspond à du déconfinement partiel ou des périodes un peu réduites en termes de déplacement, on peut se dire qu'un manager a une vision sur les déplacements de ses collaborateurs et se dire, bon, là, Pierre, c'est pas raisonnable, on est en période un peu dense, il n'y a pas beaucoup de place au bureau, ton boulot, tu peux le faire à distance, ou alors dire, je m'assure que tout le monde est bien présent, comme je le disais tout à l'heure, sur une réunion, sur un travail en commun ou sur une activité. En période classique, ce qui marche le mieux autour du flex office, c'est dire je fais une demande de déplacement pour tel jour et puis dès que j'ai fait ma demande, s'il y a la place disponible, elle m'est indiquée comme réservée pour moi et puis elle ne devient pas disponible pour les autres. Et donc on va réguler la consommation des bureaux de cette manière et personne n'arrivera au bureau en disant flûte, il n'y a pas de place disponible pour moi aujourd'hui. On fait bien une régulation a priori et les gens se déplacent que dans de bonnes conditions. Et puis, s'il n'y a pas de place a priori, bah, écoutez, ils prennent un rendez-vous, une réservation pour l'après-midi, le lendemain ou plus tard. Voilà, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est du cinéma, mais c'est à peu près ça. J'assure d'avoir ma place où il faut. Voilà, l'extension, c'est évidemment de pouvoir organiser des réunions et avoir la salle de réunion qui va bien. Donc, on a développé des outils qui permettent d'inventorier vos salles, le nombre de places disponibles dans chacune des salles. Donc, ce qui permet, quand on organise une réunion, de dire j'invite Pierre, Paul, Jacques. Voilà, on va être 12, trouve-moi une salle adaptée à mes besoins et le logiciel va vous présenter uniquement la liste des salles d'au moins 12 places disponibles pour votre créneau horaire. Et ma foi, si d'aventure on a des règles de distanciation qui sont un peu plus contraintes, on adapte automatiquement le nombre de places disponibles dans chaque salle à vos jauges de remplissage de 20, 30, 50, 70%. Et on va bien recalculer le nombre de places disponibles de manière dynamique. Voilà, et puis enfin, sur la partie en bas à droite, là, sur la réservation, quand ça arrive dans votre agenda, on va avoir un plan pour se diriger sur la salle. Alors ça, c'est vachement sympa pour le cas d'usage particulier dont je vous parlais, de dire à l'avenir, il est probable qu'on utilise de manière plus sophistiquée les différents bureaux de la société pour laquelle on travaille, y compris si elle loue des bureaux à la journée dans des régus ou des espaces partagés. Donc, on pourra faire des réunions mixtes dans plusieurs lieux à la fois, reliés par du digital. Et donc, on va forcément avoir besoin de se retrouver au moins une première fois à un endroit. Et si on ne le connaît pas, avoir un plan, ça permet d'être plus efficace.
Voilà, j'ai fait ma réservation, j'ai eu mon autorisation de déplacement parce qu'il y a une place qui est disponible en flex office. Comment ça va se passer quand je vais arriver au bureau? Alors, j'ai une phase dont on va parler beaucoup évidemment en ce moment, mais qui va, j'espère, disparaître rapidement. C'est tout ce qui est contrôle de santé à l'arrivée, avec quelqu'un qui vous prend une température ou pas. Mais on peut imaginer plein de choses autour de ça, et c'est pas forcément des choses liées au Covid. Il se trouve que on a plusieurs clients qui travaillent dans des domaines un peu sophistiqués avec des sites militaires ou des sites confidentiels défense. Donc, ce qui veut dire, dans ces cas-là, on va prévoir un contrôle d'identité un peu renforcé. On peut imaginer des scénarios où vous êtes obligé de vous enregistrer au moins une semaine à l'avance et d'envoyer une copie de votre pièce d'identité parce que l'officier de sécurité doit vérifier que vous n'avez pas de casier judiciaire pour rentrer. Donc, on peut faire vraiment des choses très évoluées en termes d'accueil. Et puis, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé ça, si c'est actif ou pas, suivant le site et suivant la période? On va tout simplement présenter le QR code qui est dans l'application dans laquelle on a fait les réservations de déplacement, qu'on a reçu également par email. Et puis, la lecture du QR code, on affiche tout simplement, vous pouvez passer ou pas passer. Si vous avez des solutions de gestion des accès des bâtiments du type NEDAP, on est capable de s'interfacer avec eux, et à ce moment-là, vous passez votre QR code, paf, le tourniquet s'ouvre, ou le passage s'ouvre, vous pouvez rentrer directement, le comptage est fait du nombre de places du nombre de personnes dans le bâtiment, à quelle heure il est rentré, etc. Voilà. Puis éventuellement, si vous arrivez en mode resquilleur, en disant j'ai pris mon QR code de la veille ou de l'avant-veille parce que j'ai besoin de venir au bureau pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, vous êtes dérouté sur une personne à l'accueil qui va pouvoir vérifier avec vous pourquoi votre réservation n'est pas au bon moment, et puis planifier un autre lieu, vous allouer une place disponible s'il y en a dans les bureaux ce jour-là. Voilà, donc ça, c'était la manière d'accueillir ses collaborateurs, de réguler les accès. On va se poser évidemment les mêmes questions de manière étendue avec les visiteurs. Les visiteurs, on va pouvoir les inviter. Là aussi, on peut le faire depuis son Outlook ou depuis son application web. On a les nombres de places disponibles toujours qui apparaissent directement dans Outlook avec le nombre de places disponibles. Et on peut imaginer avoir des règles d'accueil différentes entre ses collaborateurs et ses visiteurs. Très clairement, j'ai 50 salles, j'en réserve 30 pour les réunions internes, et puis les 20 autres, je les dédie à de l'interaction client ou du commerce. Et je peux donner la priorité d'abord aux réunions, enfin, à l'usage interne, ou d'abord aux réunions pour les clients ou les prospects. Et ça, c'est vraiment une règle aussi de l'entreprise. C'est comment je vais pouvoir affecter les usages de mes salles en fonction de périodes ou en fonction de besoins. On imagine une société de conseil qui lance une grande campagne de communication, une grande campagne de relance de ses prestations auprès de ses clients. On va probablement se dire, je réserve 60% de mes bureaux aujourd'hui à accueillir mes prospects, mes clients pour recréer de la liaison, pour recréer de l'animation, pour recréer de la productivité ou plutôt de la créativité avec eux. Et à ce moment-là, les gars, en interne, on va vous demander de faire des réunions peut-être plus denses, plus courtes, et de faire tourner plus régulièrement les salles. Voilà, donc tout ça, on voit bien que c'est des choses qui peuvent être variables et que dans le temps, et qu'il faut pouvoir organiser rapidement. Voilà, merci Richard pour le slide suivant. C'est qu'est-ce qui se passe pour nos visiteurs, et puis parce que la qualité d'accueil est un des points clés pour mettre ses clients ou ses prospects en bonne situation. Moi, ce qui fait que de par mon métier, je fais beaucoup de déplacements. En tout cas, j'en faisais beaucoup et je vais en refaire bientôt beaucoup. Chaque fois qu'on arrive dans un bâtiment, les 2 premières minutes que vous y passez, vous savez tout, ça vous donne tout de suite une idée de où est-ce que vous arrivez en termes d'ambiance et de l'attention qu'on porte à vos visiteurs. Sur l'expérience qu'on a avec le module Easy Welcome, qui est vraiment dédié à l'accueil visiteur, on arrive à se donner une image assez différente d'efficacité et d'accueil. D'abord parce que les visiteurs reçoivent tous une invitation, comme vous l'avez ici, là qu'on a illustré pour la BPCE, dans laquelle vous avez un plan d'accès pour les transports en commun. Donc ça, c'est assez classique. Par contre, il y a des choses qui sont un peu plus évoluées, sur lesquelles, sur les adresses qu'on reçoit sont cliquables. Donc depuis votre téléphone, vous appuyez juste sur le bouton d'adresse, ça vous déclenche directement
nœud GPS sur votre téléphone. On va afficher une photo du bâtiment. Alors ça, c'est très pratique pour les gens qui sont plus doués en visuel que sur un plan comme moi. C'est que quand j'arrive dans un quartier, je reçois la photo et je la retrouve de loin, le bâtiment vers lequel je me dirige. On peut avoir des fonctionnalités en disant je suis un peu paumé, j'appuie sur un bouton, ça déclenche directement l'accueil, l'appel vers l'accueil visiteur en disant écoutez, j'ai rendez-vous avec Pierre, Paul ou Jacques, je suis en retard de quelques minutes, merci de bien vouloir le prévenir. Et puis enfin, le dernier, là aussi, on va retrouver un QR code qui va permettre de le présenter à l'hôte ou l'hôtesse d'accueil, voire à une borne d'auto-enregistrement. Et sans que personne n'ait rien à faire, ça va directement envoyer un message sur Teams et par SMS à la personne que vous venez voir en disant il y a Richard qui vient de passer à l'accueil ou qui vient de rentrer au parking, tu peux descendre l'accueillir. Pendant ce temps-là, on va enregistrer, on va vérifier sa pièce d'identité, éventuellement lui offrir un café. L'impact de ce qu'on voit là-dessus, et puis dernière chose, sur la partie droite, pour les aspects sécurité, c'est sur les sites un peu évolués, comme des IGH, où vous avez des plans d'évacuation qui sont un peu spécifiques, ou un site industriel, on peut prévenir les visiteurs à l'avance de politiques de sécurité, leur donner des consignes de manière à ce que personne ne soit surpris en arrivant sur place. Ce que nous disent nos clients chez qui on a déployé la partie visiteur, c'est que là où ils accueillaient un visiteur en 4 à 5 minutes en moyenne, le temps d'arriver, de se présenter, de trouver la personne avec qui il avait rendez-vous dans l'annuaire, lui téléphoner, le prévenir, etc., vérifier l'identité, on passe de 4 à 5 minutes à 60 à 90 secondes en moyenne. Donc, ça va 3 fois pour un accueil qui est meilleur parce que les visiteurs ont le sentiment qu'ils sont vraiment attendus. Et ça, c'est le truc qui est le plus important, c'est qu'on donne l'image d'une société qui attend vraiment ses visiteurs et qui s'est organisée pour trouver la personne avec qui ils ont rendez-vous immédiatement. Voilà pour ça. Et Richard, si tu veux passer au slide suivant, ça va avoir un peu d'impact sur la manière dont on va organiser les halls d'accueil. Et ce qu'on préconise très, très fréquemment, c'est de dire que les visiteurs qui sont préenregistrés avec l'application et qui ont un QR code, on les fait passer dans une file rapide parce que ça va effectivement très vite et on met en valeur le fait que les collaborateurs qui ont fait l'effort d'inviter leurs visiteurs aient un service premium également. Pour les deuxièmes types de personnes qui connaissent les lieux ou sur lesquels on a tout l'auto-enregistrement, on va pouvoir passer directement avec une borne où on va flasher un nouveau QR code, on va se faire et le message va partir à la personne qu'on vient voir, voire on s'enregistre directement en live à l'accueil. Hein. Et puis le troisième cas, là, enregistrement face à face, on revient sur un accueil classique, puisqu'il faut bien gérer aussi la transition et puis tous les cas des personnes qui viennent sans avoir pris de rendez-vous. Il y en a c'est encore une bonne partie. Et donc là, l'enregistrement se fait en face à face de manière un peu classique. On va demander le nom, le prénom, qui est-ce que vous venez voir. Est-ce que la personne accepte de recevoir le visiteur, etc. Mais c'est forcément un processus un peu plus long. Donc, on va bien séparer les flux de manière à ce que les gens qui sont organisés passent plus vite, c'est normal. Ceux qui sont moins organisés passent moins vite. Et du coup, ce qu'on constate, c'est que les collaborateurs qui se retrouvent à attendre des visiteurs qui ont tous fait dans la file, je passe un SMS en disant Pierre, est-ce que tu peux descendre me chercher parce que là, vu la queue qui est devant moi, on va gagner du temps si tu es déjà en train de m'attendre. Tout le monde perd du temps là-dessus. Et le fait de voir les gens placés dans les files rapides plus vite, ça stimule le fait que le pré-enregistrement, ça marche bien. Et il y a même plusieurs de nos clients avec qui on a organisé les choses de manière un peu évoluée avec leurs prestataires d'accueil. Donc, c'est des gens qui ont 1, 2, 3, 4 sites au moins, voire une quinzaine dans la plupart des cas. C'est de se dire, si on fait monter le niveau de pré-enregistrement des visiteurs, à ce moment-là, on a une bonne visibilité de qui va venir, dans quel nombre. Donc, on sait organiser les équipes d'accueil de manière modulaire et avoir plus de monde sur les plages horaires où il y a beaucoup de volume et en sachant de manière sûre. Voilà. Et du coup, ce qu'on a vu dans plusieurs contrats, c'est que des prestations d'accueil peuvent baisser de 5, 10, 15%, justement contre l'engagement de dire j'ai au moins 50% ou 70% des visiteurs qui sont préenregistrés pour que j'adapte les équipes aux besoins. Voilà, j'étais sur la partie accueil visiteurs. Les visiteurs, ils sont rentrés, les collaborateurs sont rentrés dans le bâtiment. Du coup, on va passer dans l'étape suivante, qui est de dire comment j'organise mes réunions avec mes visiteurs en présentiel et à distance. Donc là, c'est l'interaction avec le digital dont je vous parlais tout à l'heure.
Là, on fait des choses qui sont plutôt simples et plutôt techno. Je crois que le déploiement de Teams cette année a battu tous les records de vitesse de déploiement et je ne sais plus. On a régulièrement des comparaisons entre le temps qu'il a fallu pour déployer l'électricité, le chemin de fer, le téléphone portable. Je crois que Teams a battu tous les records cette année, en quelques semaines. Donc, il y a des extensions à Teams qui s'appellent les Teams Rooms, qui sont des petits devices, tablettes ou des grandes télés sur lesquels vous avez directement toutes les fonctionnalités que vous avez sur votre Teams, sur poste de travail, plus une caméra, plus un micro qui permettent de faire des salles de réunion de manière très rapide et avec des prix un peu abordables par rapport à ce qu'on avait en matériel dédié précédemment. Donc, ce qui fait que quand on organise une réunion avec X personnes en présentiel, puisqu'on a réservé la salle tout à l'heure, avec X personnes à distance, on va directement mettre en place le lien Teams entre la salle de réunion physique et son équipement matériel, et pour tous les gens qui sont à distance, de manière à faire le lien. Donc, quand on arrive, il n'y a pas besoin de chercher qui est-ce qui se connecte, qui est-ce qui prend l'écran, qui est-ce qui le partage et qui est-ce qui met le micro. On démarre simplement la réunion Teams sur l'écran de la salle. Voilà, une fois qu'on a passé ces sujets-là, que vous dire d'autre, si ce n'est qu'on va passer à l'étape où tout le monde étant venu sur place à consommer les bureaux, on va se poser les questions de suivre la consommation effective de ces bureaux. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. La manière la plus simple est de dire, je considère que les gens qui ont réservé des places pour venir dans les salles de réunion sont venus, et donc ça me donne un taux de remplissage qui est cible et qui est limité par les capacités d'accueil que je vais donner. On peut aussi se dire parfois, bon, écoute, j'ai réservé une salle, il y a quelqu'un qui m'a réservé une salle pendant toute la matinée, pendant les 9 prochaines semaines, pour être sûr d'avoir sa place à lui, et que ce n'est pas forcément très adéquat ou très sympa en termes d'usage, et je vais pouvoir contrôler un peu plus l'usage qui est fait de chacune des places ou de chacune des salles, de manière à pouvoir réallouer des places qui ne sont pas utilisées à un moment donné, et de manière à avoir un niveau plus fin de suivi de mon flex office. C'est probablement quelque chose qui va évoluer de manière notable dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vous avez tous en tête qu'on se dit que la taille des bureaux va probablement réduire du fait qu'on travaille plus à distance. Par contre, si la taille des bureaux réduit, on va avoir besoin de suivre de manière plus fine ce que font les gens sur place. Donc, les capteurs qu'on voyait juste avant sont les petits capteurs infrarouges que vous mettez sur les bureaux, sous les bureaux à chaque place ou dans les salles de réunion. Ça envoie une information en temps réel par IoT sur des réseaux, et on est capable de suivre ce qui se passe place par place en temps réel et d'exposer le type de rapport qu'on a ici. Soit à gauche, vous avez des espaces zonés avec un taux de remplissage pour chacun, et à droite, vous avez des choses, vous avez plus de détails sur la fréquentation par plage horaire, par zone, voilà, et de se dire est-ce qu'on est proche des capacités d'accueil ou pas, et est-ce qu'il faut qu'on puisse s'adapter ou pas. Voilà, dernier aspect sur la partie prévention des contaminations, c'est de se dire, quand j'ai quelqu'un qui se déclare en arrêt maladie, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'application de gestion des disponibilités, c'est de pouvoir alimenter une cellule de crise qui va pouvoir passer un coup de fil au collaborateur et savoir si effectivement son arrêt maladie est lié à une maladie contagieuse ou pas, comme la Covid. On n'a pas le droit d'enregistrer cette information. Par contre, on a le droit de poser la question. Et à ce moment-là, on va retrouver dans l'historique de EasyOffice tous les gens qu'il a pu croiser au moment où il est venu au bureau pour la matinée du 19 novembre. Et à ce moment-là, les mettre tous en définition cas contact et puis les isoler pour 15 jours de quarantaine. Voilà, et puis pour finir sur ces aspects un peu sécuritaires, même si c'est anxiogène, c'est de se dire on peut aller dans des contextes un peu spécifiques où on reçoit beaucoup de public, où on a des environnements sensibles, je ne sais pas, on a des personnes sensibles ou qui peuvent être malades. On peut aller jusqu'à intégrer des portails, enfin des portiques de ce type-là qui vont travailler à tout ce qui est prévention des contaminations. Donc là, vous rentrez dans un bâtiment, le temps que vous passiez les 2 pas dans la machine, vous êtes passé dans une brume sèche avec un produit type désinfectant. Alors, rassurez-vous, je l'ai testé le sujet, on s'est bien renseigné, il n'y a aucune interaction pour les muqueuses ou pour les poumons, mais vous rentrez là-dedans, ça vous prend la température, ça vérifie si vous avez un masque ou pas, ça vous distribue du gel s'il y a besoin, vous passez dans une couche d'ozone.
Vous ressortez là-dedans, vous êtes nickel pour rentrer dans les bureaux et vous avez baissé de 50% les risques de contamination de tout ce que vous avez fait si vous êtes passé dans les transports. Voilà, et là aussi, ça se relie avec de la gestion de sécurité du bâtiment. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses sur la partie digitalisation et sécurité. Richard, je te repasse la main sur la partie animation de tout ça, une fois, et comment on anime nos collaborateurs sur place ou à distance. Ton micro est coupé, on ne t'entend pas? Oui, pardon, excusez-moi Richard, il faut que tu remettes ton micro toi. Oui, excusez-moi, voilà, on m'avait coupé le micro. Voilà, chose modifiée désormais. Merci Romuald pour ces informations. Oui, toutes ces mutations en fait s'accompagnent, comme toute transformation, elles nécessitent pour être bien adressées de passer par plusieurs phases. Ici, on a essayé de modéliser ces différentes étapes. En réalité, lorsque vous allez permettre aux gens de s'adapter, c'est-à-dire de faire face à une transformation à laquelle ils sont confrontés, ou c'est vrai pour les gens, pour les entreprises, pour les organisations. En fait, il va falloir à la fois informer les gens, leur donner du sens, leur expliquer les raisons pour lesquelles toutes ces transformations sont implémentées. Nous, ce qu'on recommande fortement, c'est de considérer le retour des utilisateurs, des personnes concernées, pour prendre en charge et en considération en fait, leur réaction. Et généralement, ça permet d'adapter le projet sur lequel on a travaillé au départ pour que ça devienne non plus un projet d'une seule entreprise, mais un projet commun entre l'entreprise ou dans tous les cas ses dirigeants qui ont une idée, une orientation, et l'ensemble des gens qui vont le vivre, ce changement, et qui vont du coup pouvoir y adhérer. Une fois qu'on a fixé ce projet commun, il s'agit de le déployer en accompagnant les utilisateurs. Donc, ça passe par de la formation, par de la sensibilisation, par toute une série de mesures, de l'assistance utilisateur qui a vocation à être pérenne dans le temps. Et l'outillage que l'on évoquait tout à l'heure est là pour ça également. On va faire ce travail en menant par exemple des ateliers collaboratifs. Tout ce qui est intelligence collective dans ces périodes de forte transformation permettent de faire en fait exprimer et verbaliser par chaque individu la manière dont lui souhaite se projeter dans ce nouveau paradigme. Et donc, il y a toute une série de techniques et d'outils qui sont disponibles et qu'on a l'habitude de manipuler pour justement faire émerger des organisations qui vont convenir au plus grand nombre par rapport à une typologie d'activité et un contexte qui serait le vôtre. On le fait également par une forte sensibilisation des publics. On a par exemple capacité à créer des univers typiquement en bande dessinée qui vont expliquer quelles sont les bonnes règles d'échange d'informations, d'accès aux infrastructures pour accéder à des box en libre service et dans le respect de la confidentialité des uns et des autres. Et puis tout ce qui est règles de bonne conduite, puisqu'on l'a vu, la nature des bureaux qui va être amenée à changer fait aussi appel à de nouvelles pratiques, à de nouvelles règles. Et il faut que chacun puisse connaître ces règles pour pouvoir les appliquer, se les approprier et en comprendre le sens. On va pouvoir également insister sur tout ce qui est communication classique avec la production d'infographies, de e-letters, qui, lorsqu'on est typiquement cantonné à distance, vont permettre de maintenir un lien, une continuité et de rendre compte et de grands jalons qui vont être passés, qui permettent à l'employé, même à distance, de se raccrocher à une identité forte de son entreprise, à sa culture et à son actualité. On va travailler beaucoup sur les notions de visuel et de vidéo. Ici, vous allez retrouver un exemple de réalisation qui avait été faite en motion design, où vous retrouvez par rapport à un contexte, une personne qui, justement, par rapport à un besoin d'intervention à distance, va trouver des solutions. Donc là, dans le contexte, c'est une formation à distance, donc avec une solution complète qui va lui permettre de suivre sa séquence, même s'il n'est pas sur site. Donc l'idée, là, c'est juste pour illustrer, c'est de vous dire que par rapport à votre projet d'entreprise, de réorganisation de locaux, vous pouvez très bien, par exemple, illustrer sur l'accès à un nouveau site ou sur une rénovation d'espace. On parlait d'accès aux locaux et de la manière de les utiliser. Vous pouvez très bien documenter via un petit storytelling, une mise en scène, ici en motion design. Vous pouvez très bien illustrer la situation et permettre à chacun de se projeter en comprenant quel projet, quelle est la nature du projet, quelle est son ambition, quels sont les avantages de ce dernier et comment ça va concrètement se décliner pour la personne concernée, comment elle va vivre ces nouveautés. Bon, voilà, je vous laisserai, on pourra vous donner accès à ces liens si vous souhaitez les voir par ailleurs. L'idée était juste de vous montrer le type de support que l'on peut activer. De la même manière, on va apporter un accompagnement auprès des équipes d'encadrement. Donc, les managers pourront suivre, par exemple, des formations sur le management à distance. Donc, je vous ai mis ici un sommaire de cours
où vous voyez différents points qui sont travaillés, la notion de leadership avec le positionnement en tant que manager, où on va travailler sur tout ce qui est règles de management d'équipe, d'affirmation d'autorité, d'évaluation de soi-même aussi, et puis de mesures à prendre pour éviter de mettre l'équipe en échec. On va travailler beaucoup sur le volet communication, qui a toute son importance et encore plus quand on est à distance. Et puis ce facteur motivation également, pour bien maintenir, même à distance, cette motivation d'équipe et qui semble vouloir s'installer dans le temps, au moins de manière partielle. Sur la formation des utilisateurs, c'est un point important également qu'on veut souligner. On le fait, nous, en travaillant notamment sur l'accompagnement dans l'adoption de nouveaux outils. Vous voyez ici une illustration de tout ce qui est simplement Office 365 avec la liste des fonctionnalités qui sont apportées. Eh bien, on vous encourage à travailler. Donc là, c'est une illustration, c'est vrai avec tout l'environnement Google. On a mis Microsoft ici. Et vous avez la capacité, une fois de illustrer ou accompagner les gens avec des interfaces visuelles. Alors là, on vous a mis des capsules vidéo, mais ça peut tout à fait être également la mise à disposition de sessions de e-learning complètes qui vont pouvoir permettre aux gens de capter l'ensemble des modes opératoires auxquels on leur demande de se conformer ou dont ils peuvent simplement bénéficier. C'est à eux de savoir qu'ils existent et d'en faire usage par rapport à leurs fonctions. Voilà, ça vous donne une idée de typologie de solutions qui peuvent être proposées à vos publics internes aussi bien qu'externes. Enfin, ce que l'on recommande également, c'est de travailler sur tout le volet formation. On vous le disait tout à l'heure, c'est vrai, dès l'arrivée des personnes au sein de votre société, on travaillait avec un grand groupe, une grande entité d'assurance qui nous disait l'autre jour que la difficulté qu'elle avait à accueillir ces nouveaux arrivants dans ces périodes un peu particulières. Et nous, pour faire face notamment à ces situations, on a mis en place un dispositif de onboarding 100% digitalisé, qui est un petit peu dans l'esprit d'une formation qui peut s'inscrire de manière plus durable avec des outils de type LMS, un Learning Management System, qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est hébergement des contenus, convocation, suivi des évaluations, ou même faire de la remontée d'informations, parce qu'on peut réaliser des enquêtes utilisateurs en ligne. Et dans des périodes un petit peu particulières, comme en ce moment, ça prend tout son sens. Et dans tous les cas, par rapport à la mutation profonde qu'on évoque sur l'usage des bureaux, c'est des solutions qui peuvent être très utiles pour orienter votre projet, le faire vivre, et dans tous les cas, assurer un partage homogène et personnalisé de l'information. Voilà, en synthèse, ce qu'on voulait vous rappeler, c'est que le changement des bureaux est engagé. Il passe par la nécessité de retravailler sur les espaces avec la digitalisation de nombreux processus et des solutions implémentées. On vous les a présentées plus haut. Tous ces espaces type open space vont être en fait réaménagés par rapport à une nouvelle relation au travail qu'on a souligné plus haut, ce qui remet en place la question du physique et du digital et de la relation des collaborateurs dans ce nouvel environnement. L'objectif étant de pouvoir accompagner l'ensemble des personnes impactées, à la fois dans l'adoption de ces nouvelles organisations, de ces nouveaux outils et plus globalement de ces nouvelles méthodes de travail, qu'elles soient ou non outillées. On vous recommande fortement de les outiller, mais dans tous les cas, il y a un volet d'accompagnement qui est indispensable et qui passe notamment par beaucoup de communication. On a épuisé notre temps de présentation et on vous propose de réserver quelques instants pour la prise d'éventuelles questions auxquelles on s'efforcera de répondre. Je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées. Voilà. Et juste avant de prendre les questions, on peut rebondir sur le sondage, hein, si vous regardez sur le côté droit de votre écran. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à égalité quasiment entre qu'est-ce qui permet de gérer différents, enfin, qu'est-ce qui apporte l'évolution de consommation des bureaux. On voit le télétravail et toutes les technologies, la crise sanitaire. Et en regardant ça, je me disais que la liaison, c'est probablement la crise sanitaire qui a permis de révéler ce que les nouvelles technologies permettent de faire en termes de travail en distanciel. Et l'adoption du télétravail a confirmé probablement une attente chez nos collaborateurs de le faire. Donc, mais c'est étonnant que ce soit aussi équilibré dans vos réponses. On reprend les questions qui sont arrivées dans l'ordre chronologique. Donc, la première question était à Olivier Renaud. Donc, concernant les Teams et les salles de réunion. Alors, je te réponds de manière très technique, Olivier, et je te tutoie puisqu'on se connaît dans la vraie vie. En fait, les Teams Rooms, tu leur associes un compte Office 365, donc Teams à chacune. Donc, ce qui fait que quand tu es dans la salle, ta petite tablette, elle est vue comme un compte, invité à participer à une réunion.
Tu as juste à appuyer sur je rejoins la réunion et puis tout ce qui est dans la salle est immédiatement mis à disposition de tous les gens qui sont connectés sur Teams, donc tous les gens qui sont à distance. Claire, n'hésite pas à retaper dans le chat si tu veux plus de détails. Ok, et puis je vais prendre la deuxième question de Marco. Les tarifs sur la cabine de décontamination, alors ce sont des produits partenaires qu'on n'intègre pas nous. Donc il y a forcément une grille de tarifs à évoluer là-dessus. Parfait pour Olivier, très bien. L'ordre de grandeur est de 13 à 15 000 euros, plus un petit abonnement de service en fonction de ce que vous mettez dedans, si vous voulez la télé surveiller, si vous voulez qu'il y ait des gens qui viennent remplir les fûts de gel et autres options. Mais l'ordre de grandeur est à peu près celui-ci. C'est visible sur Paris et c'est en train d'être déployé dans des aéroports. Donc c'est vraiment c'est la seule solution qu'on a trouvée de ce type-là et qui est déjà déployée largement en Europe depuis et dont l'accélération a bondi ces derniers mois et cet été. Là aussi, disponible dans le chat. N'hésitez pas à me dire, besoin de compléments sur le sujet, et puis vous nous recontacter après la réunion, on partagera ça avec plaisir. On a une nouvelle question, pardon Richard et Romuald, de Laurent qui demande si on capte les données dans l'application et quid du coup du stockage des données versus le RGPD. Ah, ça, Richard, je peux reprendre la question si tu veux. Puis, comme c'est un des grands classiques, si tu veux le mettre au slide 41, s'il te plaît. Alors, le RGPD, vous savez, c'est la question clé est de conserver des données qui sont personnelles aux collaborateurs. Les données professionnelles, nom, prénom, email, sont des données qui sont communément captées par toutes les softs et sur lesquelles vous n'avez pas besoin de déclaration particulière à faire puisque c'est un peu comme l'annuaire de la société, il est accessible pour tout le monde et il vient accessible dans le logiciel qui permet de gérer vos collaborateurs et les déplacements au bureau. La question peut être un petit peu différente sur deux sujets. Le premier, c'est la gestion des coordonnées des visiteurs. Et le dernier, ça peut être les informations qui sont liées éventuellement aux questions de maladie, que j'ai déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Donc sur les visiteurs, il y a une loi qui est très connue et puis il y a des recommandations de la CNIL qui sont parfaitement claires sur le sujet de déplacement de visiteurs dans les bureaux, où on vous demande, en particulier si vous avez des grands bureaux ou des IGH, d'avoir une traçabilité des gens qui sont venus chez vous pour des simples questions d'évacuation. Vous devez savoir combien il y a de personnes chez vous et éventuellement qui. Donc, la réglementation, c'est vous avez le droit de conserver un fichier avec tous les noms des visiteurs qui sont venus chez vous pendant 3 mois, pas plus. Donc, nous, on a des routines dans les softs qui font que tous les soirs, tous les gens qui ne sont pas venus depuis plus de 3 mois disparaissent des journaux. Et enfin, la partie la plus sensible, hein, c'est celle autour des données de santé en ce moment, où vous avez fait attention dans l'application, je disais qu'on se déclare en arrêt maladie, pas en mauvaise santé ou avec des symptômes. En arrêt maladie, c'est un statut administratif que vous pouvez parfaitement enregistrer. Et donc, vos cellules RH ou cellules de crise peuvent parfaitement se baser sur cette information pour appeler les collaborateurs, leur demander s'ils ont des symptômes ou s'ils sont malades. On a le droit de le faire à l'oral, on n'a pas le droit de stocker l'information. Les collaborateurs peuvent répondre ou non, c'est leur liberté, mais la loi vous autorise à le demander et les encourage les collaborateurs à donner la bonne information, tout simplement parce que ça participe à la prévention des contaminations pour que l'entreprise puisse réagir. Voilà, dispo sur le chat si besoin de plus de détails également. Marco, pas de problème, on prend votre question et je vous fais passer les informations sur les cabines. On doit avoir vos coordonnées dans les inscriptions. Une autre question de Laurent, l'impact à votre application sur les couches des infras au sein des DSI. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Elle n'en a pas beaucoup, puisque l'application et les applications qu'on déploie sont en mode SaaS, donc c'est très peu intrusif, et puis il y a un côté souplesse qui fait qu'on peut le déployer indépendamment de. C'est un projet qui est assez facile à mener. On déploie chez nos clients en quelques semaines. Les interactions peuvent se faire avec le système d'information sur deux choses. Le premier, c'est la RH pour pouvoir alimenter les flux de collaborateurs. Et donc là, il y a
il y a un peu d'extension ou d'interaction à faire. Le deuxième, c'est la partie sécurité des systèmes d'information, où il faut que l'application se fasse connaître dans le SI pour que les collaborateurs puissent y accéder avec leur même login mot de passe que ce qu'ils utilisent habituellement dans l'entreprise. Bon, puis là aussi, il y a des choses pour les amateurs du sujet. Ça s'appelle de l'ADFS, Federation Services, ou de l'Azure AD, qui permettent de faire ces intégrations et qui fait que ce sont les entreprises qui sont maîtres des accès à leurs collaborateurs, c'est pas nous. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Yannick, avez-vous des difficultés avec les CHSCT ou c'est le cas pour les déploiement de ces applications? Eh bien, je vais vous répondre très franchement, aucun. Pourtant, on doit être à 350 bureaux déployés et quelque chose comme 500 000 collaborateurs et 500 000 visiteurs gérés sur cette année 2020. Donc, les CHSCT sont pour le peu que j'en ai vu, je les ai plutôt vus à travers les RH ou les cellules de crise, ils sont plutôt à encourager le fait qu'on puisse mettre en place des mesures de protection des collaborateurs et des visiteurs. Hein, c'est quand même le sujet essentiel, en tout cas cette année. Je ne sais pas je vois pas d'autres questions ou implications pour l'avenir. Pour les syndicats, écoutez, je vous dirais bien que il y a eu une question un jour dans une réunion d'un représentant sur le sujet pour l'accueil visiteur, qui s'est interrogé sur le fait que une fois qu'on avait la liste des rendez-vous, on pouvait se dire que Pierre, Paul ou Jacques recevaient plus de rendez-vous que Stéphane, François et Valérie, et qu'éventuellement il y a quelqu'un qui pourrait avoir un jugement de valeur en disant s'il a plus de rendez-vous, c'est qu'il ne travaille pas bien, plus que ceux qui n'ont pas de rendez-vous et qu'éventuellement ça pourrait être mal pris. Écoutez, je vous dirais que ça fait pchit au bout de 5 minutes pour se dire que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, on n'a pas eu plus de problèmes que ça. Et vraiment, il n'y a pas un seul projet qui s'est arrêté sur ce type de contraintes jusqu'à présent. Après, il y a peut-être un environnement particulier que vous pourriez évoquer. D'autres questions, on peut y répondre. Merci en tout cas à Richard et Romuald pour votre participation, votre présentation, très intéressante. Merci à tous pour votre participation. On revient vers vous rapidement et puis on espère que ça vous a ouvert des perspectives et on reste disponible pour vous accompagner, pour faire face à ce bureau réinventé, à ces nouvelles perspectives. Bonne journée à tous et à toutes et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.